Bonjour à tous et bienvenue sur bienvenue sur HRP, un épisode qui sera pas fini parce que je vais mourir. Au programme, au secours, les secours. Bonjour à tous et bienvenue sur HRP, un podcast fait pour les génistes et par des génistes. Dans ce 17e épisode, nous parlons de l'incarnation du personnage dans le GN, grandeur nature. Lors de la première partie, nous avons abordé l'incarnation du personnage, pourquoi nos invités aiment cet exercice et comment ils font pour le réaliser. Il est temps maintenant d'aborder cette deuxième partie, le rapport entre le joueur et leurs différents avatars. Je laisse donc la parole à Léonard Dupassé qui s'apprête à introduire sa première question. On a fini la partie sur comment incarner un personnage. Maintenant, on va parler de cette relation qu'on a avec ce personnage. La relation entre le joueur et le perso. Et Clémentine, quelle influence tu as sur tes personnages ? Je pense que j'ai une grande influence. Je n'arrive pas à, comme je disais tout à l'heure, pour le meilleur et pour le pire, je n'arrive pas forcément à faire en sorte que mon personnage ne soit pas influencé par mes propres névroses du genre mon besoin de contrôle et mon besoin de réfléchir à tout pour savoir si c'est la meilleure décision. J'arrive pas forcément à faire en sorte que mon personnage soit pas affecté par ça. Donc clairement, j'ai une grande influence. Et quand je disais qu'il me fallait du temps avant que mon personnage ait réellement pris vie, c'est aussi parce qu'il faut que je vois comment est-ce que moi et mon personnage, on va pouvoir travailler ensemble, entre guillemets, quoi. Et donc, clairement, je ne suis pas encore le genre de personne capable... Il y a des gens qui le font très bien, je trouve. Mais moi, je ne suis pas vraiment capable de faire en sorte que mon personnage ne soit pas affecté par qui je suis. Ok. Ou alors, il faut que ce soit vraiment un personnage très différent. Genre, quand je joue une méchante, et encore, c'est pas vrai, parce que je pense que j'ai toujours un peu la même façon de jouer une méchante. Je pense que si je joue une méchante, je tombe vite sur un personnage un peu pervers, dans le sens un peu sadique, quoi. Je suis pas sûre que j'arriverai... Enfin, il y a plein d'autres types de méchants, mais faire un personnage qui est juste brutal, un méchant brutal pour être brutal, j'y arriverai pas. Et j'aime, au contraire... Voilà, si je fais un méchant, je vais forcément faire un méchant qui a tendance un peu à torturer psychologiquement. Ok. Donc je pense que quoi qu'il arrive, j'ai un peu des façons de jouer certains archétypes et que j'aurais du mal à en sortir complètement, quoi. Ok. Et à contrario, l'influence des personnes, est-ce qu'il y a des personnages qui ont de l'influence sur toi ? Complètement. Déjà, pour ce que je disais tout à l'heure sur le côté fake it until you make it, il y a ce truc de... quand j'ai eu un personnage qui était badass, je suis capable d'en tirer des choses pour essayer d'être badass dans la vraie vie. Ouais, tout même à fait. si c'est pas forcément toujours une réussite. Mais du coup, dans ce sens-là, ça a une influence dans le sens où il y a beaucoup de moments où le fait de jouer un truc en GN, et ben après, ça va me dire, ok, en fait, si j'ai été capable de le jouer, c'est que je suis capable plus ou moins de le faire. Et donc, ça peut avoir une influence sur moi. Après, ça fait longtemps que c'est pas arrivé, parce que ça fait longtemps que j'ai pas été vraiment contente de ma performance en tant que GNiste. Donc, voilà. Ok. Q, quelle influence tu as sur tes personnages et quelle influence ont les personnages sur toi ? Alors, pour l'influence que moi j'ai sur mes personnages, ça va beaucoup dépendre de à quel point le BG est travaillé, à quel point il est détaillé déjà en amont. S'il y a des trous à remplir, des choses à combler, je vais avoir forcément une tendance d'amener soit une partie de ma propre personnalité là-dedans, soit d'une façon parfois même presque automatique de puiser dans mes prototypes, mes rôles de confort dont je parlais il y a quelque temps. Et ça va juste s'installer et prendre cette place manquante pour que ça soit... pour qu'il y ait assez de matière de travailler avec les personnages. Je me suis déjà surprise de voir mon côté un peu romantique sortir à travers de mes personnages. Quand le côté romance ne faisait pas partie du BG des personnages de base, mais il y avait eu quelqu'un, il a vu, mon personnage, ma paladine, a vu un beau chevalier et j'ai considéré qu'elle tombait amoureuse pour des bonnes raisons. Ils étaient super religieux tous les deux, ils ont fait une prière ensemble, bref, c'était un coup de Des trucs cœur. de paladin. Des trucs de paladin, quoi. Ouais, je lui ai proposé de prier ensemble et elle a accepté, quoi. Non, mais voilà, faut pas m'échauffer comme ça.
C'est beaucoup trop hot. Beaucoup trop hot, sauf que le beau chevalier a avoué à mon personnage assez rapidement qu'il était déjà marié, donc ça lui a brisé le petit cœur. Coucou, Il la a fini au personne buffet. Ben non, pas du tout. Mon personnage n'est pas une méchante. Mais du coup, voilà, le personnage se reconnaîtra. La personne se reconnaîtra. Mais, donc oui, parfois, il y a des choses qui peuvent transparaître malgré nos propres attentes, qui peuvent juste sortir, ok, ma partie de ma personnalité, parce que trop envie de jouer à un truc et ça sort. Dans l'autre sens, est-ce que les personnages ont influence sur moi ? Bien sûr, et c'est une des forces. C'est ce que Kaya disait tout à l'heure. Le côté, c'est faire porter par le courage de nos personnages pour l'emporter, pour le prendre à emporter avec soi dans la vraie vie. Clairement que ça fonctionne beaucoup avec moi et j'adore. En général, peu importe les forces de mes personnages, j'essaye de... Dès que je les ai expérimentés, dès que je les ai un peu vécus en GN, j'essaye de les garder au maximum de possible, moi, que du bénéf. Donc j'essaie de garder des parties positives. Ça m'est déjà arrivé de me sentir un peu teintée par un comportement d'un personnage sur un GDR qui était neutre mauvais. C'était, je crois, la toute première et une des seules fois où j'ai tenté de jouer un personnage de profil mauvais. Et je ne me suis pas rendu compte tout de suite, c'est les joueurs autour qui m'ont fait remarquer, des amis, et d'ailleurs ils ont très bien fait, que ça me faisait faire des remarques un peu sarcastiques, un peu trop piquantes, aussi HRP, parce que j'étais à fond là-dedans, et comme c'était un GDR, c'était difficile cette frontière, mon personnage dit que, ou tu parles direct en tant que ton personnage, c'était pas non plus un GDR ultra immersif, donc comme il y avait deux qui se côtoyaient, effectivement, très, très proches. Donc, j'ai eu du mal à faire cette distinction. Et en plus, en tant que quelqu'un qui n'était pas expérimenté sur ce type de jeu-là, donc je me laissais trop emporter. Donc, heureusement, on me l'a fait remarquer. Je me suis rangée tout de suite. Je me suis excusée 1000 fois. Et ce personnage, je ne la joue plus. Navré. D'accord. Damien ? Moi, je dirais que l'influence entre le personnage et moi, elles sont mutuelles. C'est-à-dire que déjà... Le personnage tel qu'il arrive en jeu, pour moi, c'est une espèce de fusion entre ce qui a été écrit par l'auteur de la fiche, donc des fois c'est moi, mais plus souvent l'orga, et ma personnalité. C'est-à-dire que sur une autre session, une même personne qui joue le même personnage va pas apporter les mêmes éléments de personnalité, de vécu et de sensibilité au personnage, et donc le personnage résultant sera différent en fait. Donc déjà pour moi il y a vraiment cette influence dans les deux sens sur le personnage résultant tel qu'il est vécu par les autres joueurs autour quelque part. C'est vraiment un hybride entre les deux. Après oui je rejoins un petit peu ce que tu disais Q sur le côté des fois reprendre un peu le courage ou la badassitude du personnage et se dire allez si j'ai pu le faire ce week-end peut-être que je peux le faire aujourd'hui au boulot. Mais oui. Et c'est vrai que ça c'est chouette aussi. Et là où les personnages m'influencent aussi des fois c'est sur les gens que je rencontre et les amitiés qui se sont créées en fait en GN. Parce que je trouve que sur justement du fait que les personnages tels qu'ils sont incarnés ont une composante qui est vraiment une partie profonde du joueur qui l'incarne. Je trouve que quand on rencontre des personnages, quand on joue des choses vraiment très intenses avec eux, on rencontre le joueur de manière très, très intime et très profonde en fait, qui est derrière. Et du coup, après, des fois, ça mène à des amitiés et des belles rencontres en fait. Et je trouve que c'est vraiment permis à la fois par ce masque du personnage qui fait qu'on se livre un peu plus, et aussi par ce mélange entre le personnage et le joueur qui fait qu'on laisse transparaître malgré tout ce qu'on est assez profondément sur... alors pas sur tous les personnages évidemment, sur des personnages qui sont des vrais rôles de composition qu'on joue façon plus, je dirais, théâtre. Je pense que ça c'est moins vrai, mais sur des rôles où il y a vraiment une incarnation du personnage, je trouve que ça fonctionne vraiment, ouais. Alors, moi, au risque de répéter un peu ce qui a été dit, évidemment, moi, joueuse, j'influence mes personnages sur le caractère, sur les choix que va faire son personnage, en plus du fait que j'ai envie de les sauver. Il y a un autre truc aussi, ce qui se passe, c'est qu'il y a certains défauts que j'arrive pas à enlever dans la vraie vie. J'arrive pas à les enlever non plus des personnages. C'est-à-dire que dans la vraie vie, j'ai tendance des fois à être un peu directive ou des choses comme ça. Et ça m'arrive que mon personnage, alors que c'est pas du tout
son caractère, et des fois, j'ai une ou deux phrases qui sortent comme ça. Et je me dis, ah, crotte. je sais pas ce que je voulais faire. Oups. En écoutant Q, je me rends compte que moi aussi, j'ai tendance à mettre beaucoup trop de romances partout, même si c'était pas prévu dans mes personnages, parce que j'adore jouer ça. Il n'y a jamais trop de romances en GN. Il n'y a jamais trop de romances. Léonard qui nous regarde avec un air de pardon. Les personnages tombent beaucoup trop amoureux. Bon, disons que maintenant, je me dis que je m'autorise à le faire si la situation le permet. Et aussi, je me rends compte que souvent en GN, on se retrouve dans une situation que notre personnage n'a jamais vécue, ou face à des traumas, ou à des situations « Ah, je retrouve mon meilleur ami d'enfance », ou des trucs comme ça, ou « Tiens, je découvre qui est mon vrai père », etc. Et donc, forcément, souvent, en GN, je me retrouve en plein milieu du jeu à faire évoluer mon personnage dans une direction qui n'était pas du tout les rails qui étaient prévus pour ce jeu. On disait tout à l'heure qu'on n'arrivait pas déjà à le jouer comme on avait prévu, mais en plus, moi, ça m'arrive assez souvent, en plein milieu du jeu, de faire « Non mais, mon personnage a vécu ça, elle est traumatisée, la meuf. Bon, du coup, elle va aller complètement dans cette direction et paf !» Mais j'ai presque envie de dire que c'est naturel et normal, notamment. Ça veut dire que tu joues bien le personnage, tu l'adaptes en fonction de son vécu. Et un personnage bien construit, c'est un personnage qui évolue. C'est pas pour rien que dans Haradatar, mon personnage préféré, c'est Zuko, parce que c'est celui qui a la meilleure évolution ever de tous les personnages que je connais. Et je trouve que c'est hyper important pour le développement d'un personnage en termes de storytelling que ce personnage évolue. Et comme on est quand même là pour raconter une histoire, je pense que c'est normal que les personnages évoluent. Ouais, puis le guidage méta-jeu, je dirais, en se disant... ah tiens, si là j'allais faire ça maintenant, ça va peut-être donner une scène un peu cool. Juste en regardant son perso et en se disant voilà, va par là, puis on va voir ce qui va se passer. Quoi. C'est bien aussi en fait. C'est vrai que c'est une des influences aussi du joueur sur le perso. Ça va aussi avec le fait que j'essaye de oser plus. Et forcément, quand je ose, je fais dévier mon personnage de ce qu'il est prévu. Et récemment, je jouais une prêtresse tout à fait rangée, qui a toujours été bonne élève, elle a propagé la bonne parole, etc. Et elle se retrouve pendant le jeu à avoir fait un voyage dans les marais, tout le monde qui meurt de maladies bizarres, etc. Machin. Elle retrouve un ami d'enfance dont elle tombe amoureuse. Non mais si, parce qu'elle était amoureuse déjà quand elle était petite. Et ça fait qu'elle commence à faire des trucs qui sont interdits par la religion. Elle commence à trouver un livre de rituels alors que normalement il n'y a pas de rituel. Elle commence à faire des rituels à tire-larigot. Elle pète littéralement un câble. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était trop bien de commencer à n'être plus cette petite fille modèle. Mais dans les GN en plus, que les personnages qu'on incarne dans les univers, l'univers en question prend des changements en fait. Tu vas incarner des changements. Alors, moi, je parle de plus des gènes dans lesquels je participe, mais généralement, ton gène, t'as un peu l'histoire, le lore établi, et bim, la guerre, bim, l'invasion, bim, le trauma. Donc, forcément, ton perso, il peut pas rester comme il était avant, vu qu'il va subir cette épreuve. Je veux dire, forcément, t'as vécu l'enfer dans un marais, tu peux pas ressortir en te disant « il ne s'est rien passé et je vais reprendre ma petite vie ». Sinon, après, tu ressembles aux séries des années 80 où les personnages sont les mêmes d'un bout à l'autre de la série, peu importe ce qui s'est passé dans l'épisode d'avant. Confère, Friends et compagnie. Mais oui, en fait, peut-être que vous l'aviez compris du début, mais moi, je l'ai compris il n'y a pas très longtemps, que c'était vachement plus intéressant de faire évoluer le personnage et surtout en mal, en fait, et puis avoir envie de les sauver tout le temps. Voilà. Et quelle influence ces personnages ont sur moi ? Pareil, ça a déjà été dit, désolé, d'apprendre des trucs, d'apprendre des trucs, d'avoir des nouvelles compétences. Et il y a une fois où je vais encore reparler de la guerrière viking, la chef de guerre viking, que je voulais jouer très souriante, un peu badass, mais très souriante. Et en fait, j'ai pas du tout souri de tout le GN, à tel point qu'il y a un joueur qui me connaissait pas d'avant, qui, à la fin, quand on le shutdown le jeu était terminé, et qu'on a tous fait « Ouais, c'était trop un super jeu !» et tout, machin. Et il m'a fait « Ah, mais en fait, tu souris. » Ah ouais, d'accord. Et comment dire ? En fait, j'ai fait un peu d'introspection sur moi après coup, et je me suis rendu compte que dans ce personnage,
pour acquérir un peu cette espèce badass, un peu puissante, etc., j'ai mis toute la colère que j'avais en moi depuis que j'étais petite, parce qu'en fait, j'étais en train de travailler sur moi, sur le fait que je suis en colère depuis très très longtemps et je le savais pas. Et du coup, mon personnage a été en colère pendant 24 heures, à tel point que les ennemis sont venus me voir après le jeu en disant « Tu nous as fait trop peur, tu nous fais flipper ». Donc pour toi, ce n'était même pas un challenge que de tenir le non-sourire? Ah non, en fait, moi, je voulais avoir base, une... je voulais être souriante, et je me suis rendu compte que le personnage... Et là, je suis en train de me dire, tiens, le personnage a pris le dessus sur moi, peut-être que j'ai lâché prise. Et en fait, je me suis rendu compte que je m'étais laissée emporter par ce personnage qui avait demandé aux autres de faire du play to lift et qui m'avait donné un peu de... Voilà, je sais pas. Et en fait, ouais, j'étais en... Ça... Comment dire, ça m'a appris que j'avais ça en moi et que, en fait, c'était là, quoi. Je sais pas comment dire. Introspection. Ouais, un peu ça. J'ai eu le souci dans l'autre sens, enfin pas le souci, une situation dans le sens opposé. J'ai dû tenir un personnage qui devait pas sourire du tout, pas rigoler pendant 2 jours. Au bout de la 2e journée, je me suis écartée à maman pour avoir des trucs de ressources avec des orgas, parce que c'est comme ça que ça se faisait. On me montrait en doigt, j'étais morte de rire. J'en pouvais plus que de ne pas rigoler. Ouais. Je suis quelqu'un de souriante de base, je rigole et tout. C'était très dur de tenir, donc je l'ai tenu. Mais vraiment, tout me faisait me plier en deux de rire. Ouais. Il te fallait une porte de sortie, genre quand je suis bourrée, je rigole. Il me fallait rigoler. J'ai tellement rigolé pendant 5 minutes juste avec des blagues, mais complètement bof. Ouais. Et j'étais contente. Et après, j'ai pu reprendre mon rôle tranquillement. Fallait te recharger. Ouais. Ok. Est-ce que vous avez déjà eu une expérience ou une mauvaise relation avec votre personnage et pourquoi? Ou pas du tout? Clémentine? Est-ce que tu as je pense peut-être à ton perso seul contre tous. Ouais, mais j'ai envie de trouver un autre exemple. Mais ça, malheureusement, je n'ai pas ce relation. Tu peux faire un tour, je réfléchis. Ok, je fais un tour. Qui veut se lancer? Qui a... Sans répéter ce que je disais tout à l'heure pour les personnages un peu méchantes que j'ai mal digérés et que les autres autour non plus, ils n'ont pas apprécié mes pics sarcastiques d'un coup d'un seul, là, venant de moi, Kiyu. J'ai une expérience un peu frustrante plutôt que de vraiment toxique, mais c'est sur des chroniques. C'est le GN Dracarys, et donc j'ai un personnage qui est jeune, enjoué, qui cherche sa place dans sa tribu, mais dans ma tête, elle devrait déjà tellement évoluer psychologiquement parlant. Je vois plein de points d'amélioration et j'ai envie qu'elle grandisse façon RPG, sauf que l'absence de chronique en ce moment fait que je ne peux pas le faire. Donc à moins de faire des GDR dans le même univers, la faire avancer. Et donc il y a une espèce de fossé qui se creuse entre mes envies de jeu qui ont eu lieu il y a 3 ans quand je l'ai commencé, ou à peu près, et de maintenant. Donc je suis beaucoup plus dans le... J'ai l'impression d'avoir avancé et j'ai envie qu'elle avance un peu avec moi, sauf que je ne peux pas le faire. Donc, c'était dans mes top 3 personnages préférés. Et maintenant, je crois que ce n'est plus le cas parce qu'il y a vraiment cet écart qui s'est creusé. Et pour le moment, j'ai pas trop de moyens de le rattraper. Okay. Je l'adore, mais elle grandit pas aussi vite que moi. Alors, question. Il se passe combien de temps en termes de temporalité entre les chroniques? C'est pareil, c'est pour 2 ans, pour aussi une année. C'est pour voir l'évolution. Est-ce que tu peux pas dire que ton personnage a évolué certains points en off lors des entraînements, lors des inters ou des choses comme ça? Si, il y a des façons de le gérer un petit peu, et c'est pour ça qu'on a fait quelques inters et même un GDR aussi dans le truc. Mais là, juste par rapport à cet exemple-là concret, je sens que la fossée se creuse et ça me frustre parce que je l'adore. J'adorerais la faire des trucs, mais rapidement, condenser. Allez, hop, on évolue. Ça va pas assez vite pour toi, quoi. Ça va pas assez vite pour moi. Je l'adore, mais non. Ah, ok, je vois. Damien? En dehors éventuellement du perso dont j'ai parlé aussi tout à l'heure, qui s'est retrouvé vraiment très seul, je pense pas que j'ai eu vraiment des mauvaises relations avec des personnages. Par contre, il y en a au moins 2 auxquels je pense que j'ai été très content de déposer à la fin du jeu. Ouais. C'est-à-dire que, comment dire, j'avais rien contre les personnages, mais ils ont été très lourds à porter. Je pense à un qui était un prêtre jésuite l'époque du début des Lumières, très ouvert pour son époque, mais assez loin de mes valeurs quand même, où j'ai, durant le jeu, dit des choses à mes paroissiennes que je considère en tant qu'individu comme atroces.
et qui en plus recevait beaucoup les confessions de beaucoup de joueurs et ne pouvait pas les partager puisque c'est une confession, et que là ça aurait été vraiment une grosse entorse à l'univers que de se dire oui mais bon, pour la fluidité du jeu je vais en parler à d'autres gens. Là ça aurait été, voilà. Et du coup c'était un perso qui était hyper lourd à porter, ce qui était un peu le réceptacle de tout ce qui allait pas chez les autres personnages, les horreurs des autres en fait. Ouais, c'est ça. Tu me donnes grave envie de jouer un profil semblable pour voir ce que ça donne en GN. J'ai envie de jouer ça. Et ben ça donne un grand soupir de soulagement au moment où l'orga dit fin de jeu. Voilà. Mais c'était un très bon perso et vraiment il avait des côtés très attachants parce que encore une fois pour son époque il était plutôt ouvert, mais c'était pas évident. Et un autre personnage auquel je pense, c'est sur un jeu inspiré de Battlestar Galactica. Oh oui. meilleure série jamais faite. The Expanse c'est très bien aussi. Pas aussi bien. Et du coup, mon personnage, en gros, on jouait un autre vaisseau pendant l'attaque des Cylons. Et mon personnage a fini en fuyant dans une navette avec quelques humains et surtout des Cylons, parce qu'il était amoureux d'une des Cylons. Et il a vu les derniers humains se faire descendre par son amoureuse. Et j'étais content de déposer ce personnage parce qu'il avait peut-être survécu physiquement, mais psychologiquement, je pense qu'il était un peu arrivé au bout de ce qu'il pouvait prendre. Voilà. C'était la scène de fin vraiment très très violente. Et du coup, voilà, en soi, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé jouer, mais par contre, j'ai aussi été très très content de le lâcher. Ouais, j'imagine. D'accord. Charlotte ? Moi, je retourne sur ma Bertha, que j'ai pas aimé jouer parce qu'elle était très protocolaire, très rigide, etc. Et que finalement, j'étais peut-être pas en état de le jouer correctement, de m'éclater dedans. J'avais peut-être pas suffisamment d'énergie. Et donc, du coup, c'est à partir de ce personnage-là que j'ai basculé dans ma période spirituelle. C'est-à-dire qu'en ce moment, là, depuis 2-3 ans, je joue beaucoup de personnages liés à la spiritualité, parce que autant c'est quelque chose au début en GN, c'est difficile de jouer la religion avec nous qui sommes dans un monde plutôt laïque, athée, des choses comme ça. Alors qu'en fait, c'est ultra intéressant de jouer la religion parce que justement, ça peut guider énormément tes personnages sur des choses ou des choix ou des valeurs qui ne sont pas les nôtres. C'est très, très... c'est très riche en fait. Donc voilà, là, je suis à fond. T'as découvert l'Inquisition ? Ouais, c'est trop bien. Oh mon Dieu. Voilà. Ok. Clémentine ? J'ai 2 exemples. Deux exemples. Ouais. Ça, le premier, j'en ai déjà parlé. C'est le personnage où je jouais une religieuse dans un univers que j'avais pas assez bossé. Et là, pour moi, j'avais pas une bonne relation avec ce personnage parce qu'en fait, je l'ai pas vraiment créé. En fait, et ça, c'est un problème. C'est-à-dire qu'en fait, je suis trop partie en me disant j'improviserai, en oubliant qu'en fait, un personnage, pour construire une relation avec lui, il faut commencer par le construire lui. Et je ne vais pas pouvoir l'improviser tant que ça. Et donc, en ça, j'ai pas eu une bonne relation avec lui. Et l'autre, auquel, a posteriori, je vois tous les problèmes de cette relation qui n'était pas très saine avec ce personnage, qui était un personnage, dont le surnom était La Picole. Il était né d'un moment où je jouais un personnage un peu secondaire parce que j'avais besoin de souffler de mon personnage qui était en train de mourir. Bref, on s'en fout. Et donc ce soir-là, j'ai voulu faire un personnage bon vivant et avec d'autres personnages, on est parti dans un délire comme quoi on était une espèce de trinité de notre de déique de notre peuple. La picole, les drogues et le rock'n'roll. C'était un peu ça. C'était la picole, la liberté et j'ai déjà oublié le. Je sais pas. Bon, c'est bref. vos trucs. C'était il y a un moment. Vous me pardonnerez s'il y a quelques années. Bref, on était les trois. Trois fondements de la débauche. De la débauche, c'est un peu ça. Et en fait, donc moi j'étais la picole. Le premier soir, je me suis pris la plus grosse cuite de ma vie en GN, vous imaginez bien. Et autant une fois c'était rigolo, même s'il y avait quand même un côté pas très sain parce que toute la soirée j'avais un peu que picolé. Et le truc c'est que du coup toutes les années suivantes, il y avait un peu ce truc, toutes les soirées suivantes de le soir je vais jouer ce personnage là et du coup il va falloir que je boive pour jouer ce personnage. Ouais. Et en fait je sais que vers la fin il y a des moments où j'étais en mode j'ai pas tant envie de boire mais bon c'est rigolo de jouer ce personnage et puis tout le monde l'attend ce personnage.
Et en fait, c'est très malsain. C'est très malsain de ouf. Et du coup, j'ai arrêté de... Enfin, bon, c'est pas pour ça que j'ai arrêté de jouer ce personnage, parce que j'ai arrêté d'aller à SGN, mais je pense que j'aurais fini par arrêter de jouer ce personnage à cause de ça. Et quand j'y pense, je me dis que c'était... Il y avait d'autres façons de le jouer. Enfin, on était en GN, j'étais pas obligée de boire aussi, quoi. Bah ouais. Tu aurais pu, boire de l'ice tea et dire que c'était de l'alcool. Exactement. Et en fait, je me suis rendu compte que ce personnage, c'est pas que ça m'a mis la pression, mais c'est que je recevais tellement de compliments parce que les gens adoraient ce personnage que du coup ça me donnait tu vois, ça remplissait mon ego, mais qu'en contrepartie il fallait que je boive. C'est le monde qui est malsain, pas toi. Non, mais c'est que moi j'avais pas construit la bonne relation avec ce personnage, c'est-à-dire qu'en fait ce personnage était là pour pour satisfaire mon ego et pour satisfaire mon amusement, parce que honnêtement on rigolait vachement bien. Le problème c'est que j'ai pas fait le bon trade de qu'est-ce que ça implique de jouer ce personnage, et j'aurais pu mimer le fait de boire plutôt que de le faire vraiment. Donc voilà, je me suis pris une cuite que la première fois, les fois suivantes je me prenais pas des cuites et je jouais un peu, mais n'empêche qu'il y avait des moments où j'avais pas envie de boire et où j'avais quand même bu de l'alcool à cause de ça. Donc voilà. Ouais, quand même. Ouais. J'y ai pas pensé tout de suite, mais Je une fois vois que bien. j'y ai On est pensé, prêt à j'étais faire en mode, pour nos ça, rôles. c'était C'est pas ça. une Quand ton bonne- médecin généraliste te dit vous avez un problème avec l'alcool, tu dis non, j'ai un problème avec mon personnage. Et dit effectivement, c'est pas le. Comment va s'appeler votre prochain personnage ? La cirrhose. Ouais, c'est C'est ça. ça. Je dirais que c'est aussi un peu le revers de la médaille de ce qu'on a pu dire sur le fait qu'on peut tenter des choses en GN qu'on fait pas d'habitude, aussi derrière l'abri du C'est masque ça. du personnage. Et Ouais, puis d'autant que quand j'y pense, c'est un personnage que j'aurais pu explorer davantage aussi. J'aurais pu explorer le fait que c'était une alcoolique, quoi, et qu'il y avait des choses à faire autour de ça, et que ouais, bon, voilà. Bon, c'était pas. Je pense qu'il y aurait eu mieux à faire avec ce personnage que de me forcer à boire. C'est quoi pour vous la bonne relation et la mauvaise relation qu'on peut avoir avec son personnage ? Tu commences, Clémentine ? Ouais. Vas-y. La bonne relation, c'est quand on arrive à influencer son personnage et que son personnage nous influence dans une mesure contrôlée. Quand on apprécie, enfin voilà, qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas son personnage, en fait, finalement, je pense que c'est pas important. Je pense qu'on peut tout à fait avoir une bonne relation avec un personnage qu'on n'apprécie pas. Ce qui compte, c'est d'arriver à mettre les limites entre lui et nous, qu'elles soient pas trop grandes, mais qu'il n'y ait pas une barrière trop épaisse entre notre personnage et nous, mais qu'elle soit pas trop fine non plus. Voilà, je pense que ça, c'est la bonne relation, et donc par contrario, la mauvaise relation, c'est quand on n'a pas réussi à gérer la bonne taille de barrière entre notre personnage et nous. Oui, effectivement, on entend assez souvent parler de ce pseudo-débat, surtout pour le premier GN. Est-ce qu'il faut forcément prendre un personnage qui est super loin de nous pour ne surtout pas s'exposer aux potentiels dégâts collatéraux émotionnels qui peuvent nous atteindre parce que notre personnage vit quelque chose qui nous met mal. Dans cette philosophie-là, aussi des personnes qui cherchent, surtout dans le GN, un espèce d'éloignement, presque la fuite peut-être même de leur vie de tous les jours. Ils ont besoin que ça soit quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec eux, versus des personnes plus qu'au moins du coup, qui vont chercher à travers des personnages qui vont les ressembler au moins sur un côté, sur un aspect, de chercher cette qualité de RP qui va être plus grande, tout simplement. La facilité de RP aussi, parce que dès qu'on joue quelque chose qui nous ressemble un peu, ça vient plus naturellement, et c'est plus beau à jouer, et pour soi et pour les autres, et le côté développement personnel. Et en fait, plus j'y pensais à ce truc-là, parce que j'ai quand même pas mal eu les conversations avec des amis génistes à ce sujet-là, et je trouve qu'il n'y a pas une seule bonne réponse, c'est qu'on vient tous pour l'immersion, ça au moins je pense qu'on peut globalement se mettre d'accord, mais on cherche pas tous la même chose, et en fait avec le recul et la bienveillance, en fait c'est ok. En fait chacun va choisir et faire ce qu'il veut là-dedans, et c'est super. Ok. Damien ? Moi de mon côté, j'ai besoin d'avoir de l'affection pour les personnages pour que ça marche vraiment en fait. Et ça peut être des fois une affection un peu teintée de pitié parce que vraiment ce personnage c'est un loser. Ça peut être une affection en mode putain ce type est horrible, mais en fait il a fait des mauvaises choses pour des bonnes raisons. J'ai besoin d'avoir un point d'affection un petit peu pour les personnages en fait, pour pouvoir vraiment de le comprendre, puis même vraiment d'affection quoi, de me dire. Enfin voilà, soit il est sympa quand même, ou oh, le pauvre, ou voilà, mais d'avoir ça qui me raccroche au personnage en fait. Je pense que j'aurais vraiment du mal à incarner intensément un personnage que je trouve
intégralement détestable et où je trouve aucun point de son histoire, de son caractère, de ses décisions qui me touchent d'une manière ou d'une autre. Alors moi, je trouve que la mauvaise relation qu'on peut avoir avec son personnage, mais c'est vraiment un titre perso, c'est de vouloir gagner avec son personnage. Moi, je le vois plutôt comme ça, c'est en termes de relation avec son personnage, c'est tiens, mon personnage va me servir à gagner des trucs ou à... Voilà. Et après, sur quelle bonne relation faut-il avoir avec son personnage, moi, je le voyais plus comme est-ce que j'arrive à le jouer ou pas. Pour moi, si j'arrive bien à le jouer et à être dans l'immersion tout le temps et à pas sortir du RP, alors je suis en bonne relation avec mon personnage. C'est ma façon de voir les choses. Après, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Q, sur c'est plus facile de jouer quelque chose qui est proche de soi. Moi, je suis exactement comme ça. C'est-à-dire que dès que je vais aller jouer quelque chose qui est éloigné de moi, c'est un peu un challenge. Mais à contrario, j'ai rencontré des personnes qui sont dans l'inverse. C'est-à-dire qu'au contraire, eux, ils n'arriveraient pas à jouer quelque chose qui est proche d'eux parce qu'ils n'arriveraient pas à mettre une barrière suffisamment épaisse pour se protéger de leur personnage et des émotions. Ils prendraient, si par exemple leur personnage était en échec, eh ben, ils se prendraient l'échec en pleine face. Et pour cette raison-là, notamment une personne avec qui j'ai vachement échangé, parce que c'était très riche, parce que justement, il ne pensait pas comme moi. Il me disait, mais moi, je joue que des ordures et des connards, etc. Parce que, justement, ça me permet de vraiment détacher le personnage de moi. Et ça, c'est pour lui, c'est une bonne relation avec le personnage. C'est plus je suis détachée, plus je suis en bonne relation avec mon personnage. Voilà. Donc, il n'y a pas une réponse, comme tu dis, chacun a sa manière de voir comment tu fais le truc, quoi. D'avoir des relations. C'est un petit peu comme les couples. Voilà, il y a des couples qui aiment bien être tout le temps ensemble, il y a des couples qui préfèrent justement pas être tout le temps ensemble. Voilà. Là c'est pareil. Une seconde, je me suis dit que tu allais dire il y a des couples qui sont pas vraiment eux-mêmes quand ils sortent ensemble. Là, je suis là, non, mais voilà, si tu as envie d'être proche de ton personnage, tu vois, comme Damien, il dit moi je peux pas me raccrocher si je. Et au contraire, il y a des gens qui préfèrent avoir quelque chose d'opposé. Ok. Voilà. Quelle influence a votre costume dans la relation avec votre personnage, avec vos personnages ? Clémentine ? Très importante, dans le sens où le costume, c'est une part importante quand même de mon plaisir de jeu. J'aime bien me costumer quand j'ai l'occasion de me costumer, même dans la vie de tous les jours, je le fais. Je trouve ça cool. C'est tellement cool. Et je pense qu'un personnage dont je n'aime pas le costume, eh ben, même si le personnage était cool, il va y manquer un truc. Et d'ailleurs, je pense que comme ça contribue à me préparer à incarner mon personnage, ça contribue aussi à créer la relation que j'ai avec lui. Et que, comment dire, c'est les costumes que j'aime pas trop, que j'ai déjà vécu en tout cas, c'est des costumes que j'ai pas trop préparés. Et en fait, ça a contribué, je pense, en partie à ce que du coup, je sois pas contente de porter ça. Du coup, ça gâche un peu le plaisir de pourquoi je suis en GN. Et du coup, ça, voilà, pour moi, c'est vraiment un point important, quoi. C'était le côté, tu l'avais pas assez préparé, parce que des fois, tu as des bonnes surprises. Hein. Des fois, tu te prépares, tu sais, tu prends tes trucs à gauche et à droite, tu l'assembles et pouf, tu fais... c'est non, là, c'était banal, quoi. J'avais l'impression d'avoir un costume de... Tu sais, lambda, genre... Ouais, je saurais pas te dire quoi, mais c'était pas... Ça ne m'a pas convenu. Je sais que ça a contribué à la frustration. Tu vas passer un week-end dans cette tenue-là, et si cette tenue te plaît pas, ouais. Tu sais, c'est comme quand t'es chez toi, il est dimanche, et que tu prends tes fringues dégueulasses parce que t'as envie d'être dégueulasse, parce que t'as envie de rien faire. Il y a des fois où ce sentiment est agréable, mais c'est pas ça que tu viens vivre en GN. Et donc, du coup, voilà, moi j'ai envie d'être bien apprêtée quand je suis en GN. Même si ça n'a pas besoin d'être exceptionnel. Ça n'a pas besoin de sortir du lot. Ça a juste besoin que je me sente bien dedans. Ouais. Ok. Q. Je pense que pour moi, tout comme le maquillage dans la vraie vie, le costume du GN, c'est un peu comme une cape de super-héros. Donc un super-héros, il a ses pouvoirs avec ou sans le costume, mais la cape va le renforcer, donner de la prestance, ça va le faire remarquer, ou même peut-être aller jusqu'à donner de l'espoir autour de soi, tout ça. Et donc, j'aime beaucoup ces dimensions-là. Ensuite, bien sûr, pour le costume, c'est important que ça contribue à l'immersion des autres aussi,
pour soi, mais c'est aussi pour les autres beaucoup. Et pour la cohérence aussi avec le monde. Ça, c'est à ne pas négliger. Même moi qui aime bien m'attarder sur les petits détails des costumes, j'adore voir quand les autres ont fait l'effort de amener des objets, de quelque chose de clin d'œil, quelque chose qui est tout à fait cohérent. Alors, c'est super beau de voir des sauts de pureté sur des costumes de paladins dans les univers qui ne sont pas du Warhammer 40 000. Mais c'est pas exactement... Cependant. Voilà, donc je vais me dire, clin d'œil, oui, mais du coup, clin d'œil un peu à gauche, à droite, mais pas tout droit, quoi. Pas concret, quoi. Pas là-dedans. Et par contre, pour parler notamment des petits gris-gris, j'aime beaucoup avoir prévu pas mal de détails de mon costume, même les détails qui ne vont pas se voir, que je vais porter avec moi dans mon sac pour nourrir un peu plus le passé de personnage ou pour pouvoir remplir des moments qui vont être moins fortement chargés en action, mais qui vont servir au moment RP, mais gentil, mignon, intéressant, genre ça c'est un caillou que je trouvais quand j'étais dans telle contrée, ça c'est un mouchoir que ma grand-mère m'avait fait, de mon personnage, je veux dire. C'est une ouverture à la discussion. Tout à fait. Et c'est vraiment quand il y a des moments où j'ai l'impression de sécher un peu, ou quand c'est juste des moments propices, un feu de camp, on va s'échanger avec d'autres personnages sur notre vécu et tout, ça donne tellement du jeu, c'est tellement plus profond. Et quand les autres le font, j'adore. Tiens, c'est une spécialité de ma région, machin. Parfois, je vais aller jusqu'à préparer un petit truc fait maison, je vais amener en GN, je vais dire, typiquement, Drakiris, en tant qu'Avaren, on a notre alcool de navet qui est censé être assez dégueulasse. Ça m'est déjà arrivé, j'ai déjà fait l'alcool de navet à la maison, c'était dégueulasse. Et c'était super, je l'ai amené à l'inter. On n'a pas besoin de le boire. J'ai fait une tarte de navet. Je suis désolée les gars, c'était pas du tout assez caramélisé. Je vous demande pardon toujours. J'en ai fait 2 en plus. Voilà, donc. Et tout le monde était là. Oui, c'est notre spécialité. Ça sera bon. Ah non, les Avarens, on se gêne pas trop. Ça, clairement, si c'est de la merde, c'est de la merde. Hein. D'accord. On va pas. Il n'y a pas trop de protocole. Hein. L'étiquette Avarenne est. Désolé les Avarens, mais c'est un peu vrai. Damien ? Ouais, je vais pas mal rejoindre Q là-dessus, effectivement. Alors, moi, je suis pas un grand couturier ou quoi, mais je bricole mes costumes et je suis plus sur les petits accessoires. Et effectivement, je te rejoins beaucoup sur ce petit accessoire que tu gardes dans ta poche, ce petit médaillon qui quittera jamais le dessous de ta chemise et que personne ne verra. Mais toi, tu le sens, tu sais qu'il est là. Et en fait, c'est un truc, je trouve, qui te raccroche vachement au personnage. Et du coup, il m'arrive régulièrement de bricoler des petits trucs où je sais très bien qu'il y a 0,1% de chance que quiconque le voit en jeu. Mais moi, je l'aurai dans ma poche ou dans mon sac et je le sais et c'est là et c'est chouette, quoi. Ouais, c'est une opportunité d'RP, quoi. C'est à un moment, tu sais, tu touches le truc, tu peux te dire à sortir ça, ne serait-ce qu'une discussion ou c'est quoi ça, si malheureusement, si quelqu'un a l'œil dessus, des trucs comme ça. Oui, ou même juste pour moi, en fait, pour du jeu intérieur, en fait, c'est juste pour m'ancrer vraiment au personnage, ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment bien, ouais. Ok. Charlotte ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi quand je construis mon costume, je commence à construire mon personnage, je pense à mon personnage et à ce qu'il est, et du coup ça m'aide vraiment sur l'incarnation. C'est du temps que je consacre à mon personnage en amont. Et je trouve aussi que le costume, plus il reflète ce qu'est ton personnage, plus effectivement les autres joueurs sont en play to live par rapport à ce qu'est ton personnage, que ce soit pour le respecter ou au contraire le dévaloriser beaucoup, ce genre de choses, et que du coup ça aide énormément à le jouer, puisque si ton costume est cohérent avec ce que ton personnage est et que les autres réagissent parce que le costume leur donne l'image de ce que ton personnage est, eh bien forcément t'arrives mieux à l'incarner, t'arrives mieux à être bien dedans, en fait, ça aide à être bien dedans. Et quand le costume est bien fait, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que le photographe vienne te voir. Et ça, c'est super. Il y a comme un thème récurrent. Q et les photographes. J'adore des jolies photos de jeunes, j'adore. Il va falloir que tu fasses une romance avec un photographe une fois. Mais quelle idée ! Ah non, méta, ça se fait pas. Non. Ça pourrait être un photographe en jeu, ça existe. Ah ouais, un peintre. Je vais y songer. Je sais pas à quoi j'assiste. Je voudrais répondre. J'avoue que là, je quitte le truc 2 secondes et bim, ça arrive comme ça, là. Mais écoute, fais l'UFL, il y a des photographes en jeu, donc voilà. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Clem sur le fait de se sentir pas bien dans son costume. Moi, ça m'est arrivé une fois de pas avoir bien préparé mon costume et de pas être bien dedans, en plus du fait qu'il faisait chaud.
Et du coup, j'ai passé 4 heures à essayer de trouver le ton de mon personnage parce que mon costume n'était pas cohérent. Et donc, du coup, j'arrivais plus à trouver la personnalité de mon personnage que j'avais prévu. Et je me sentais pas bien habillée, pas assez bien, mais en même temps, trop simple, pas assez d'accessoires. Tu te déshabilles et tu le fais passer par un rituel spirituel, tu vois. C'est bon, t'as plus chaud, t'as trouvé ton personnage. Le rituel claque, génial. Bon, bref. Et donc, du coup, c'est là où je me suis vraiment retrouvée à me dire, j'arrive pas à rentrer dans ce perso. Comment ça se fait ? Et c'est ce que tu viens de dire, Clem, qui vient de me faire comprendre que, en fait, c'est hyper important d'avoir le bon costume dans lequel tu te sens bien, etc. Clairement, c'est comme ça que tu chausses un peu ton personnage. Ouais, c'est exactement ça. C'est comme le masque dont on parlait quand on joue Gobelin ou Orc. C'est hyper important, tu le mets et tu deviens un orc. Tu deviens le personnage que tu es en train de jouer parce que tu as mis ton costume, quoi. Puis l'apparence, ça joue beaucoup en GN. Ouais. C'est quelqu'un qui arrive en chemise, pantalon médiéval et qui te dit je suis le général. Tu regardes, tu fais non. Ouais. C'est pas possible. C'est un soutien. Ça apporte de la cohérence. C'est ça. Puis comme tu disais, Damien, avec le petit accessoire que tu as, c'est ce genre de choses qui va donner corps au fait que en fait, t'es plus le temps en train de jouer, t'es en train d'incarner un... Ouais, ça me fait penser à ce que tu dis, ça me fait penser à des joueurs qui disent tiens, moi je veux jouer le chevalier badass, je sais pas quoi, mais qui n'ont pas forcément de budget. Alors c'est peut-être un peu injuste, mais il y a un moment, en fonction de ce que tu veux incarner, il faut aussi s'assurer que derrière tu aies les moyens de l'incarner, que ce soit financier ou du temps de préparation de costume. Il y a des costumes ou les contacts, on demande. Oui, ou les contacts, tu peux tout à fait demander de l'aide, mais je veux dire, il faut aussi prendre en compte quand tu veux faire un rôle que tu sois capable d'assurer derrière. On en parle aussi des personnes qui s'achètent des armures fabuleuses de chez Arthammer ou ailleurs et qui ne prennent pas la peine d'acheter un Gambi pour aller avec et qui se retrouvent en chemise de casu. Encore, Arthammer, il souffre beaucoup moins qu'une armure tradie. Ceux qui achètent des armures en métal ou des cottes de mailles, ils mettent ça sous la chemise très fine et qui disent en vrai ça va passer. Bon, douleur à eux, quoi. Non, puis en plus de ça, ça fait pas très crédible, quoi. Non, ça fait très fin, surtout. Tu souffres plus qu'autre chose. Mais non, à un GN, on en avait attrapé un, c'était la faction adverse. Belle armure, clinquante, sauf que nous, en tant que bons vikings, on voulait le piller, le gars, on voulait lui enlever son armure. Et il commence à nous chuchoter, non, vous pouvez pas. On commence, on peut pas. Non, mais vraiment, vous pouvez pas. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il nous montre un peu, effectivement, t'as une chemise à carreaux en bas. On pouvait pas lui enlever l'armure pour le piller, quoi. Voilà. Ah, ça c'est rude. Rude. Très, très rude. Ouais. Si tu veux, on te prête une chemise et on te pille ton armure. Je lui ai filé un espèce de vieux tapis de merde. Je m'en fous, tu te déshabilles, tu mets mon tapis là sur toi et moi j'amène ton armure pour le vendre au marchand. Après on te le restitue vraiment, mais là je fais mon jeu. Mais tu vois, dans la création de personnages, moi, si je crée un personnage, je fais toujours avec ce que je possède en termes de ressources en fait, bien avant. Je chope pas le personnage du grand général si je n'ai pas une capacité de base à être grand général, on va dire. Ne serait-ce qu'en termes de stuff, quoi. Pour moi, c'est assez important. Ok. Est-ce que vous avez ressenti de l'affection ou au contraire de l'aversion pour l'un de vos personnages ? Alors, je pense que oui. Clémentine ? Ouais, moi ça m'est déjà arrivé. Alors de l'affection, c'est même très fréquent. J'ai facilement de l'affection. T'as plus d'affection que d'aversion ? Même si, en fait c'est ça. Même si le personnage en soi est détestable. Si on reprend, pour reparler du personnage où je jouais la frangine torturante de Charlotte. Mon personnage avait beaucoup d'affection pour ton personnage. Ce personnage avait par certains côtés un côté détestable, c'est-à-dire que elle n'hésitait pas à... C'est une famille où ils étaient tous toxiques, ils allaient tous pas bien. Ils étaient tous en train de se toxiquer les uns les autres. Donc mon personnage, si elle était toxique, c'est parce qu'elle allait pas bien. Pour autant, c'est le genre de comportement que je déteste dans la vraie vie. Quand tu vas pas bien, ce n'est pas une raison pour être toxique avec les autres. Peu importe ton histoire, peu importe à quel point tu as souffert, si tu es toxique avec les autres, tu es une mauvaise personne. Et pourtant, je le suis des fois aussi. On va pas se mentir, j'ai des côtés toxiques. On a tous des moments où on a des comportements pas ouf. C'est vraiment quelque chose que je trouve pas correct. Et mon personnage, elle, se cachait un peu derrière
Enfin, elle se cachait pas parce qu'elle avait pas conscience. Bref, on s'en fout un peu des détails, mais et pour autant, ce personnage avait énormément d'affection pour lui, alors que dans la vraie vie, c'est le genre de personnage que je détesterais. Pour autant, là, je connaissais toutes ses souffrances et du coup, j'avais quand même de l'affection pour. De l'aversion totale, je crois pas avoir déjà eu vraiment d'aversion pour un personnage. Parce qu'à chaque fois, je comprends pourquoi ils allaient pas bien. C'est-à-dire que même le personnage que j'ai détesté jouer, parce que j'ai joué dans ma tête seul contre tous pendant 4 heures, et c'était horrible, et c'était un personnage qui était, borderline et érotomane. C'est quelqu'un qui était, qui vivait des difficultés, mais du coup je comprenais ce qu'elle avait vécu et je comprenais ce qu'elle pensait, et donc en fait malgré tout j'ai de l'affection pour ce personnage. Je pense pas avoir déjà eu de l'aversion pour son personnage, mais je pense que c'est juste parce que ça m'est jamais arrivé et je pense que j'aimerais bien jouer ça. En fait, ce qui m'a fait penser ça il y a pas longtemps, c'est que je sais pas si vous avez vu l'interview de Jean-Paul Rouvre qui a joué Maznev dans Le Consentement, qui explique à quel point il a détesté son personnage et à quel point c'était dur pour lui de jouer ce personnage tous les jours. Et je pense que ça doit être intéressant d'avoir ce genre de situation où vraiment tu détestes ton personnage. Il y a pas de je le comprends de machin. C'est juste quelqu'un d'horrible. Mais est-ce que tu as déjà eu de l'aversion pour des actes, sans dire que même les actes d'un de tes persos, t'as fait un acte où ton perso, c'est lui qui le fait, mais toi t'as vraiment fait, mais pourquoi j'ai fait ça, tu sais, avec du recul, tu vois, genre je suis clairement pas d'accord avec ça, c'est cohérent avec le personnage, mais toi le joueur t'es un peu en mode merde, là je me suis dépassé une limite là-dessus, quoi. Non, je crois que ça m'est jamais arrivé. Ok. Voilà, mais je pense que j'aimerais bien essayer ça pour tester ce que ça fait de vivre un personnage, de jouer un personnage que tu détestes, parce que je pense que c'est c'est une expérience de cette limite dont je parlais entre toi et ton personnage qui est très intéressante, qui est de moi j'ai incarné ça, et je pense que c'est pas facile à faire. Je pense qu'il faut réussir à se dire c'est pas moi qui l'ai fait, c'est mon personnage. Mais je pense que ça peut être très intéressant. Voilà. Ok. Q. Alors, en ce qui concerne de l'affection, je n'éprouve souvent et beaucoup pour la majorité écrasante de mes personnages, surtout quand je les fais traverser des trucs rudes et durs, ce qui arrive, on va pas se mentir, assez fréquemment. Et aussi, pour moi, il y a toute une dimension d'une fierté que j'éprouve pour mes personnages. En fait, si je le vois en tant qu'une mélange subtil de ce personnage-là, c'est mon œuvre d'art, et ce personnage-là, c'est une facette de moi-même. Et donc, cette réussite-là, quand je considère que soit le personnage a eu ces réussites-là, soit moi, j'ai eu la réussite dans le sens où je l'ai bien incarné, tout ça, c'est que du bénéf et ça me booste ma confiance en moi et ça me fait du bien. Donc voilà, beaucoup de positifs à tirer avec tout ça, finalement. Ok. Damien ? Alors, de l'aversion, ça m'est jamais arrivé, vraiment, la grosse aversion pour un personnage que j'ai joué. L'affection, clairement, beaucoup. Et d'ailleurs, c'est amusant, parce que ça, par exemple, sur le dernier GN, ça a pu complètement influencer le destin du personnage. En gros, donc c'était sur l'UFL, donc le personnage dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était un joueur d'un sport de combat. En gros, en début de jeu, il est sur une situation où c'est potentiellement sa dernière saison parce qu'il n'arrive pas à surmonter ses insécurités, à être bon, etc. Et c'est potentiellement sa dernière saison. Il y a de fortes chances qu'il finisse dans le caniveau. Mais bon, globalement, au début de jeu, les deux options sont vraiment ouvertes, quoi. Soit il peut se sortir enfin les doigts et sortir par le haut du jeu, soit il peut finir comme une merde à la fin. Et habituellement, c'est vrai que je suis plutôt un joueur à drama et qui va aller vers la fin pourrie pour le perso. Et en fait, je sais pas, ce perso, je me suis tellement pris d'affection pour lui que finalement, je l'ai guidé plutôt vers une fin, alors heureuse, je la mets entre guillemets parce que l'univers est vraiment dégueulasse, mais voilà. Et du coup, finalement, ça m'a amené à le guider vers une fin plus heureuse que ce que je fais d'habitude. Donc c'était intéressant. Ouais, beaucoup d'affection pour ce perso qui était un peu une tête à claque, mais adorable quand même. Est-ce que tu te surpris de l'avoir fait, d'avoir mené un peu vers le côté fin heureuse malgré toi, malgré tes habitudes? Ouais, j'étais assez surpris que naturellement, finalement, il converge vers une fin heureuse et que je me pose pas tellement la question pendant le jeu, au final, de le guider vers une descente aux enfers, quoi. Ok. Charlotte ? En fait, je vais dire exactement comme Damien, c'est-à-dire que globalement, tous mes personnages, je les aime bien. Même ceux que j'aime moins, je les aime tous bien. Même Bertha. Mais le personnage
avec qui j'ai vraiment eu une relation affective, et justement c'était un personnage que j'étais censée laisser sombrer, donc c'est pour revenir sur l'adro avec Clémentine en sœur toxique. Mon objectif de ce personnage, c'était de le laisser sombrer, et en fait il y a eu un autre personnage qui est intervenu et qui a voulu la sauver, et du coup au bout d'un moment il a tellement essayé fort que je me suis dit bon, c'est pas cool pour lui, je vais essayer de la relever un peu, et en fait ce personnage, ce que j'avais mis dedans, c'est un peu la facette que j'aime pas explorer chez moi, et que j'avais envie justement de faire face à cette facette-là, que j'ai une partie que j'aime pas chez moi et que j'avais envie de l'affronter. Donc autant vous dire que c'est le GN où j'ai bleedé le plus longtemps. Genre je crois que ça a duré bien 1 semaine, 10 jours. Parce qu'en fait, même dans ce personnage-là où j'avais mis tout ce qui était moche chez moi, et ben finalement je l'aimais bien, finalement je l'avais sauvé un peu, finalement les autres personnages l'aimaient bien aussi, et donc c'était pas si terrible, et en fait c'était terrible de découvrir que j'étais pas si terrible, enfin je sais pas comment dire. C'est l'humanité, tout ça. C'est beau en même temps. C'est beau, hein. Voilà, en vrai, c'était- c'est beau comme histoire. Que ton personnage. C'était quand même vachement dur à vivre. J'imagine. Moi, pour cette expérience-là, j'ai pas vraiment. Parce que, en fait, quand tu joues des trous du cul, tu peux pas vraiment tous les aimer, mais tu peux pas tous les détester. C'est un peu cet adolescent qui te fait les 400 coups. Cependant, avec le temps et en ayant. J'ai de l'aversion pour certains actes de mes personnages. Où vraiment, à l'époque, j'ai pas calculé ce que c'était parce que j'avais pas cette maturité, pas ce recul. Maintenant, j'ai des aversions sur des discussions et des choses que j'ai faites. Parce que pour mon personnage, c'était ok de le faire parce que je jouais de la vermine, mais avec du recul, j'aurais 1000 fois fait peut-être une meilleure façon de le faire, quoi. T'as un exemple ? Ah ben là, j'ai vraiment l'aversion. C'est en capture 2 personnes, un général qui est une femme et un de ses soldats qui est, on va dire, en fait, c'est trouve un général avec son soldat ennemi. Tu sais, ils sont que 2, les autres soldats l'ont abandonné le général et tout. Tu fais bon, chelou. Mais bon, ce qui se passe, c'est que on va commencer un interrogatoire et on n'est pas des sauvages. On va interroger le soldat d'abord. On s'en prend pas aux femmes, on n'est pas des monstres. Et à un moment, va sur l'interrogation avec ce fameux moment où le général, qui est une femme, est un peu éloigné et on s'occupe de l'homme. Donc ça veut dire qu'ils ont quand même vu l'un sur l'autre. Ça veut dire que la demoiselle voit son soldat se faire torturer. On y va, on y fait les ongles, on fait tout. Jusque-là, tout va bien. On n'est pas des sauvages, on n'est pas des monstres. Et vient ce moment où le mec, il craque pas. Il craque pas, et en fait, vu que la demoiselle le regarde, il n'a pas envie de craquer. Et puis moi, je commence un peu à me poser, et puis à regarder un peu les 2 loustiques, et me dire, peut-être qu'il y a plus que un nom. Voilà, je dis, c'est quand même bizarre que tu es quand même le seul soldat qui est resté près de ton général. Et je continue à un peu l'astiquer sur ça. Donc plein de faux sang, le gars, il dit, qu'est-ce qui m'emmerde celui-là ? En disant, il y a quelque chose avec ton général. Et il voyait pas où je voulais vraiment venir. Et puis là, j'ai commencé à dire, ce serait dommage qu'il arrive quelque chose à ton général, mais pas dans quelque chose de la torture. Je lui faisais comprendre qu'on était une compagnie de militaires, mercenaires, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de femmes. Et là, sur le coup, pour moi, mon personnage, c'était tout à fait logique ce qu'il fait. Je veux dire, vous êtes sur la lie de l'armée, vous êtes en campagne militaire, bon, il n'y aura pas de témoins, donc ça. Mais avec du recul, mais jamais j'aurais envie de refaire ça. Vraiment, je déteste ce truc-là, quoi. C'est vraiment de l'aversion. Mais c'est que bien plus tard, avec le temps que j'ai fait ça en me disant, mais Léonard, qu'est-ce qui t'a pris de faire ça ? Moi, ça m'est arrivé sur World of Warcraft, ça. Ouais. Je jouais un personnage dont le but, du coup, c'est pas du GN, mais bon, ça rejoint quand même ce côté, dont le but était, pour des raisons compliquées, au final, c'est un personnage que j'adore, mais son but était d'être le plus grand méchant du monde. Et du coup, il avait fait une guilde de méchants. Et bon, vous voyez, ça c'est dans le même genre de sujet.
voilà, les personnages, mon personnage ordonnait aux autres de faire les pires exactions, et donc on a fait les pires exactions. Et bon, j'ai pas envie de rentrer dans le détail, mais vous comprenez très bien ce que je veux dire. Et il y a notamment un joueur qui du coup ne voulait plus jouer son personnage après parce que son personnage était trop traumatisé et du coup il était plus à l'aise à le jouer, quoi. Et voilà, rétrospectivement, je suis en mode c'était pas fifou et j'étais vraiment vraiment pas fière et vraiment très dérangée par le fait d'avoir fait ça. Et j'arrive pas je suis pas apaisée par le fait d'avoir joué ça un jour, quoi. Je peux pas l'effacer et pour autant c'est vraiment un truc que je déplore, quoi. Je suis allé voir après les joueurs pour voir si ça allait bien, parce que c'était le réflexe, mais ça aurait été quelque chose, j'aurais dû faire ce que je fais maintenant, genre briefer avant, briefer après. Là j'ai eu briefer après, pas assez d'expérience là-dessus, des choses comme ça. Juste pour voir si ça allait bien de ce côté. Mais vraiment avec du recul, je fais, mais t'es vraiment une tête de con quand même. Finalement, heureusement que je l'ai pas tué, ce bébé. Bon, après, Tu garderais ça dans ta conscience. Si ça peut te rassurer, moi un jour j'ai tué un bébé à coups de talon dans un GN et c'était un très bon souvenir. Allez, bim. Phrase de géaniste. Phrase de géaniste qui est souvent racontée dans un bar ou autour de gens qui ne sont pas géanistes et qui sont en train d'appeler la police. Mais tellement. Pas sortir du contexte. C'est ça. Moi, j'ai eu le droit où on raconte des trucs et qu'il y a une collègue de boulot un peu plus loin qui entend un peu, et c'est à base de sacrifice et de rituel sacrifice. Donc au bout d'un moment, la collègue a dû se tourner la tête en disant mais c'est un de mes collègues de boulot, ça. Raconter la torture, c'était super aussi. J'ai vécu une séance de torture que j'ai subie et ça s'est trop bien passé. On s'est un peu calibré et tout. Et j'en étais au point de vomir, sauf que je voulais vraiment imiter ça bien. Donc j'étais là, est-ce que vous avez pas un pain au chocolat là qui traîne et quoi? Donc je mâchouille vite fait la saloperie avec de l'eau vite fait sous la table et tout. Et après, du coup, je récrache tout ça. Parce que, en fait, mon personnage, il tenait aussi parce qu'il fallait bien dégueulasser parce que c'était dans l'auteuil de leur dieu qui était absolument. Donc il fallait bien que je mette plein de saloperies, la dawa. Après, à un moment, je crois que c'était un des orgas du camp qui viennent en mode comment ça se passe un peu entre RP et HRP. Il voit le truc, le bouilli par terre. Mais qu'est-ce qui se passe? Bah oui, on fait une séance de torture, mais vous êtes fous? Bah non, mais on joue notre truc. C'est une trop bonne idée. Maintenant, il faudrait que j'ai une sorte de pomme-pote. C'est que tu vomi. prends vite dans ta bouche, tu sais, que tu la mets comme ça et comme ça tu revomis le truc. C'est tout un autre niveau, tu vois, avoir la petite flasque de Fosson toujours sur soi, normal. Toujours sur soi, mais et la pomme pote. Il faut que tu donnes le kit à la personne que tu vas torturer. Tu lui donnes un kit de si tu veux vomir, t'as ça. Si tu veux du sang, t'as ça. Moi, il faut que j'ai ça dans ma besace, la pomme pote. Et comme ça, tu leur laisses et ils les prennent quand ils veulent, quand ils estiment que c'est le bon moment, tu vois. Les gens ils disent, mais c'est pour votre 4 heures. Oui, c'est mon 4 heures. Satisfaction personnelle. Peu de temps après que j'ai fait ça, il y avait une de leurs prêtresses très haut gradée en robe longue blanche qui est entrée dans la scène de l'auteuil, forcément sans avoir vu ce qui s'est passé. Donc c'était super. Elle a trouvé que c'était dégueulasse, elle les a tous engueulés, tout ça. Elle a marché dedans. Ah, elle a marché dedans. Oh, jouissif. Ça c'est drôle. Quoi? J'ai pas déjà répondu à cette question. J'ai répondu à cette question. Ah non. Non. Moi, tu l'as montré du doigt comme ça. J'ai pas d'aversion pour oui, ce que les persos ont fait. Je vais bien. Tout va bien. Pour la prochaine question, alors elle est un peu comment on coupe le cordon avec le perso, parce qu'on n'a pas vraiment parlé de ce sujet-là. Je regarde Clémentine en disant est-ce qu'on a vraiment parlé de ce sujet? Non, je crois pas, non. Et je pense que pour l'avant-dernière question, ce serait intéressant. Comment vous faites, vous, pour un moment dire au revoir à ce personnage et lui dire au revoir jusqu'au prochain opus ou au revoir pour toujours? Clémentine? Si j'ai besoin, j'écris un truc. Okay. Souvent, écrire les personnes, j'ai du mal à couper avec eux. Je leur écris une lettre d'au revoir. C'est dur en général, je pleure et tout, mais c'est bien. Ça aide vachement. Tu l'écris de la part de toi? Ouais, c'est moi, j'ai écrit à mon personnage pour lui dire au revoir. D'accord. Et des fois, genre, désolé de ce que t'as vécu, et puis voilà, ce genre de truc, tu vois. Ça peut faire du bien. Des fois, je l'écris pas, mais juste je la pense. Ça m'arrive souvent et c'est cool. En parler à la troisième personne, moi, ça m'aide aussi à couper de ouf. Et du coup, le débrief dans la voiture au retour, il est important pour ça. Et en parler avec les autres gens avec qui tu as vécu le GN, etc. Ça, c'est super cool. Il y a des personnages où j'ai pas forcément envie de couper le cordon, justement, un petit peu comme le disait Q, et du coup, j'essaye de prolonger un peu l'expérience en regardant les photos, en parlant de ce qui s'est passé, en racontant à d'autres gens qui n'ont absolument pas envie de m'entendre raconter mes histoires de GN. Qui l'ont déjà entendu 10 fois. Voilà, c'est ça.
et à qui je répète quand même parce que c'est cool. Mais le plus souvent, enfin voilà, si j'ai envie de couper, j'essaye de mettre justement cette espèce de distance. Et après, ça m'arrive aussi juste de forcer le truc en mode j'arrête d'y penser et je passe à autre chose. Et puis il y a aussi souvent la vie qui vient et qui me rattrape et qui fait que on est un peu forcé de passer à autre chose pour ça. Forcément le temps, Voilà. Ok. Q. Je pense que ça dépend de la configuration. Si c'est un au revoir parce que j'ai coché ma case, j'ai testé un type de personnage, un tel ou tel, et puis ok, je fais ce que j'avais à faire là-dessus, ça se passe tellement naturellement, c'est plutôt l'excitation de la tâche accomplie, mais du coup ça se classe tout de suite dans mes tiroirs, parfait. Si c'est pour les chroniques et si j'apprécie toujours le personnage, c'est le côté ok, je vais prendre les notes en me disant d'accord, au prochain opus, c'est ça que je veux faire, c'est ça qui me reste à faire, je vais écrire telle lettre RP de mon personnage à un autre personnage entre les chroniques pour maintenir tout ça, et je vais être contente de comment le personnage a grandi, a avancé, qu'est-ce qu'il a atteint. Et si c'est quelque chose de one shot mais assez traumatisant et gros, c'est ce qu'on disait un peu vers le début du podcast, ouais, c'est déjà de se donner le temps de vivre ce que j'ai à vivre, ouais, passer par mes playlists, écrire plus. Quand j'écris plus comme si j'écrivais une petite nouvelle, une histoire, un livre de troisième personne avec quelques passages où mon personnage pourrait dire clairement ce qu'il pense, mais ça me fait du bien. Mais je ne pense pas que globalement, que ça soit problématique pour moi. Je me laisse le temps de le vivre. J'ai pas ce problème-là de vite, il faut que je coupe vite fait le cordon. Ça se passe comme ça se passe et je le vis naturellement assez bien. Après, maintenant que je le dis, je me souviens de toutes les personnes qui pouvaient assister à mes fins d'EGN et qui m'ont vu dans tous les états et qui m'ont soutenue. Donc merci à ceux qui étaient là, parce que oui, je suis assez émotive en soi et sensible à pas mal de sujets. Donc oui, c'est peut-être pas très simple de me côtoyer dans les 2-3 jours juste après le GN. Dans les retours de GN. Soutien émotionnel, tout ça. Donc merci. Okay. Damien ? Oui, comme je disais tout à l'heure, effectivement, écrire un peu. Alors moi, j'écris plus au nom du perso, à un autre personnage ou PNJ, etc., avec qui ça a de l'importance. Voilà. Ça aide à couper le cordon. Effectivement, ce que tu disais aussi sur parler à la troisième personne du personnage, faire cet effort conscient de commencer à utiliser le il plutôt que le je. Ouais, c'est clair. Vraiment un effort conscient parfois. Ouais, c'est ça, des fois c'est dur. De couper la phrase, dire non, pas je, il. Voilà. Après, non, je n'ai pas grand-chose de plus intelligent à rajouter. Ok, Charlotte. Alors moi, je cherche pas spécialement à couper le cordon avec mon personnage parce que en général, quand je reprends le boulot plus ou moins longtemps après, moi je sais pas faire à moitié. Donc quand je suis à 100% dans le boulot, je suis plus du tout dans mon personnage. Ouais. Par contre, quand je passe un bon GN, quand j'ai kiffé mon personnage, que j'ai envie de rester encore un peu avec lui, j'écris tout ce qui s'est passé pour mon personnage, je l'écris à je, parce que je l'ai vécu et que j'ai envie de le revivre une deuxième fois en l'écrivant. Et ça me permet de rester un peu avec. Et après, de toute façon, comme ça passe. À part pour le personnage dont je me suis pris d'affection, que je vous ai parlé tout à l'heure, où là, le bleed a duré longtemps, j'ai eu du mal à me détacher de plein de trucs. Et du coup, là, c'était dur. Mais du coup, là, j'ai eu besoin de parler à des gens. Et pour ce cas-là, est-ce que tu regrettes que ça t'a pris autant de temps de le digérer ? Non, j'en avais besoin. Oui. J'avais besoin de rester en face de ce truc et de décortiquer et d'en tirer du positif. Voilà. Donc, non, c'est pas agréable, mais c'était nécessaire, on va dire. Moi, j'utilise la méthode MDD, McDo, douche, Descore. Et là, je fais le deuil de tous mes persos. McDo, douche et Descore. C'est quoi Descore ? C'est une partie du métal. Ah, Descore, oui. C'est juste que souvent, je fais souvent les gènes, les gènes. Souvent avec Clémentine, on n'a pas les mêmes envies de gènes, ce qui fait que souvent, je suis tout seul dans la voiture. Mais vu que j'ai jamais été trop affecté par mes persos, je veux dire qu'une fois que le perso est fini, il finit comme le costume, dans le sac à dos, tout sale, comme ça, là, hop. Et donc, j'ai pas besoin de grand chose. En tout cas, j'ai pas eu encore cette chance de vivre ce bleed de perso, des choses comme ça. Donc, pour l'instant, McDo, douche, Descore et tout va bien. Non, c'est vrai que j'ai oublié cette étape.
vital du bain post-GN trop bas, où tu te coules un bain chaud et tu laisses mariner et ton corps et tes émotions et tu laisses redescendre tout ça. J'avais oublié cette étape, mais elle est vitale. Ça m'a rappelé ça me rappelait un moment d'attachement particulier. J'incarnais carrément Kara Thrace sur un Murder, donc Battlestar Galactica, alors pourquoi pas. Elle a un gros tatouage sur son bras, mais je me le suis fait faire en mode temporaire. Et après le Murder, j'avais pas envie de l'enlever, tellement j'ai trouvé que ça m'a collé bien à la peau et je l'ai gardé quelques jours après avoir pris ma douche de Murder. Bon, cette fois-ci, c'est... Voilà. Oui, je l'avais gardé et ça me donnait de la force et ça m'a bercé encore quelques jours après. C'est cool. Ok, c'est cool. Il m'est arrivé de garder aussi un petit pendentif ou un anneau ou un truc comme ça pendant quelques jours où tu t'en profites, t'es en télétravail, t'auras pas à donner des explications à tes collègues et du coup t'en profites, tu le gardes quelques jours juste pour... voilà. Moi, malheureusement, des fois, je garde les accents de mes personnages, par contre. Ah ouais, ça c'est... Donc, des fois, c'est assez compliqué, C'est chaud, le ça. boulot. Surtout quand t'as des accents gitans, des fois, c'est un peu à la snatch. Ça, tu le gardes et là, tu dis pas merci, perso. Mais souvent, je garde toujours des petits... les petits pendentifs, les petits trucs de GN, des petits trucs comme ça fait un peu ta boîte, tu sais, ta boîte à souvenirs, ta boîte de trésors de 1000 vies, quoi. Et souvent, j'ai toujours, et si c'est cool, je peux remettre des fois les broches sur d'autres costumes, comme si, tu sais, tu transportes un peu l'âme un peu de tous tes personnages un peu dedans, quoi. J'ai un vieux chandelier à la maison et je l'appelle genre l'arbre de saloperie de GN. Je devrais changer le nom. Saloperie, c'est pas très beau comme choix de nom. Oui, l'arbre de gris. Colifiché, c'est pas mal, merci. Je prends des propositions pour changement de nom de mon arbre. Mais voilà, et il y a de chaque personnage, il y a un petit bidule qui traîne. Ouais, pour moi, ça a beaucoup de sens. Et quand les gens viennent et disent, mais c'est quoi ces trucs-là dans le coin? Est-ce que tu as quelques heures devant toi? Exactement. En vrai, je trouve que c'est trop une super idée, plutôt que d'avoir. J'aime beaucoup. Ouais, je sais pas, je trouve ça trop bien. Tu sais, le mur le coin artefact, quoi. Ouais, c'est comme mon bouquin de JDR où il y a toutes mes feuilles de perso. Ouais. Ça fait un peu ça pour Oui, Yann. Je trouve ça exact. trop bien. Exact. À réfléchir. Ouais, c'est un truc à poser. Peut-être que je te piquerai l'idée. Avec autorisation, bien sûr. Avec joie. Je te donnerai les droits d'auteur. Faites-le. Moi, quand je veux retrouver mon personnage, alors souvent après les GN, je récupère toutes les photos où il y a mon personnage dessus et je les mets dans un dossier où il y a tous mes personnages. Et comme ça, quand je veux parler à quelqu'un qui ne connaît pas le GN du personnage, je dis bon bah tu vois. Là, je suis une guerrière. Là, je suis une prêtresse. Là, je suis une magicienne. Là, Il y a un concept qu'on avait mis avec Clémentine, c'est qu'on avait fait une photo sur le même fond d'écran avec nos différents personnages qu'on a incarnés de GN, où t'es assis, où t'es en plein milieu. Et c'est vrai que c'est vraiment le photo qui est très cool, c'est quand ça prend extrêmement du temps. C'est juste avec le même fond, on s'est fait nos photos avec tous les persos au moment où on a pris les photos qu'on aimait bien. Et donc ça te fait toi avec tous tes persos, tous tes alters en fait, et c'est trop cool. S'il y en a qui sont curieux, c'est ma photo de couverture sur Facebook pour le moment. Donc c'est vraiment génial. Quand vous l'avez fait, j'étais bluffée. Je me suis dit, je veux le même, c'est trop beau. Ça demande beaucoup de boulot. C'est-à-dire que je suis photographe pro, je peux proposer la presta, mais c'est pas donné parce que ça prend du temps. Bien sûr. Et il faut transporter tous les costumes avant du temps devant soi. Mais l'idée, elle est juste superbe. J'avais prévu de faire une page là-dessus sur mon site. Vas-y, très bien. Eh ben, on arrive. Attends, parce que moi j'avais une question à poser à Charlotte. Oula. Peut-être qu'on coupera, on verra, mais je veux poser la question. Tout à l'heure, t'as dit que le personnage qu'on avait joué ensemble, quand on avait joué ensemble, t'avais eu un long bleed après le personnage. Je me demande, est-ce que j'ai eu un impact d'une façon ou d'une autre dans ce bleed, et est-ce que j'aurais pu faire quelque chose pour t'aider à y aller plus vite, ou est-ce que c'était pas souhaitable? Parce qu'en fait, j'étais pas au courant moi que t'avais eu ce bleed après. Non, je pense pas que ton personnage a eu un impact sur le bleed. Au contraire, ton personnage, ce qu'on a vécu ensemble, c'est la partie la plus joyeuse de mon GN en fait. Donc c'est la partie après. C'est la partie après que mon personnage finalement a été un peu sauvé, c'est-à-dire a pu commencer à se détacher d'Isobel et puis de toi, enfin du personnage d'Isobel et de ton personnage, même s'il n'était pas vraiment détaché. Mais bon, il y avait quand même, elle était en chemin pour remonter. Elle avait le choix entre sombrer et remonter, et là, elle était en chemin pour monter. Donc non, et je pense que s'il y avait eu un souci dans notre jeu ou quelque chose qui avait accéléré mon bleed, je t'aurais appelé pour t'en parler justement. Et est-ce que tu penses que j'aurais pu avoir un impact, genre pour t'aider à surmonter ce bleed d'une façon ou d'une autre, du fait qu'on avait joué ce jeu ensemble? RP ou HRP? HRP, tu vois, après le jeu. Difficile à répondre à cette question. Non, il n'y a peut-être pas de réponse. Il faudrait revivre d'autres traumas pour ça. C'est la dernière question. Quel conseil donneriez-vous à un joueur qui s'apprête à incarner un personnage pour la première fois, Clémentine?
Déjà, des stress. Non, c'est con, mais franchement, au début, c'est difficile de savoir ce que ça va donner. Et en fait, ce lien, en tout cas pour moi, il se fait naturellement. Donc, il y a quand même de bonnes chances que pour les autres, au bout d'un moment, ça se fasse naturellement. Les questions qu'on se pose de compliquer, de machin, créer la barrière, etc., ça arrive après. Au début, déjà, on est là pour vivre l'expérience. Et le personnage, encore une fois, c'est juste l'interface entre le jeu et nous. Il n'y a pas forcément à se prendre la tête, quoi. On a un peu tous tendance à se prendre la tête. C'est ce qu'on fait avec ce podcast en nerdant sur le moindre sujet de notre loisir. Mais il n'y a pas besoin de ça pour jouer. Vous avez encore cette chance de ne pas être là, à ce niveau-là. Moi, le premier truc que je dirais, franchement, c'est des stress et il n'y a pas besoin de répondre à ces questions tout de suite. Pose-toi pas trop de questions au début, vas-y, quoi. Ouais. Moi, je dirais ça. Q. Et c'est là que j'arrive avec ma liste de 8 points. En amont. Est-ce qu'on peut répondre avant toi pour avoir une chance qu'il nous reste des choses ou... Bien sûr, vas-y. Vas-y, Damien. Moi, je dis... On va partir sur écoute ton cœur, des stress et tout. Maintenant, sur mon PowerPoint et mes formations, je vais t'apprendre comment incarner un perso. Non, en fait, je suis très d'accord avec Kaya. Faut se rappeler qu'un GN, c'est pas une performance pour un public et il faut pas se mettre de pression et faut bien préparer le jeu, effectivement, préparer le perso, enfin tout ce qu'on a pu aborder au cours du jeu pour favoriser l'immersion et l'incarnation, mais que de toute façon, ça se fera tout seul ou ça ne se fera pas et que ça sert à rien de chercher à forcer à tout prix une connexion ou un niveau d'interprétation. Et voilà. Et aussi, peu importe ce que tes copains géanistes ont pu te dire, tu n'es pas prêt. C'est vrai. On se rend pas compte de prêt, c'est comme être parent. On peut théoriser dessus 15 000 fois. Tant qu'on ne l'est pas, on ne sait pas ce que c'est. Après, c'est l'empirisme qui te permet d'avancer là-dessus, quoi. C'est ça. Charlotte ou Q, Desi. Vas-y. Alors, les numéros 1. Donc, pour le premier GN, je conseille carrément de jouer PJ, joueur, pas des PNJ. Je trouve que ça serait tellement dommage de se priver de cette magie de la découverte de GN de la première fois en full immersion. Mais franchement, osez faire PJ. Mais carrément, surtout au début. PNJ, c'est pas facile, quoi. Ce n'est pas PNJ, facile, c'est que pour les expérimenter. Ce n'est pas quelque chose de spécialement plus simple, mais c'est juste pour le premier, c'est tellement dommage de tout de suite dévoiler les coulisses. Et il y a tellement de choses tellement d'intensité à avoir, surtout avec le premier expérience géanistique, il faut qu'il soit bon dans la mesure du possible. Après, si vous avez déjà vécu votre premier GN et que c'était une merde, dommage, mais continuez et faites-en un autre qui est bien, et voilà. Alors, pour avoir commencé par un GN de merde, la magie, elle est là quand même. Voilà. Bien sûr. Donc, le deuxième point, choisissez un GN qui est quand même un minimum assez bien. Il y a souvent d'autres génistes, des personnes que vous pouvez connaître qui peuvent vous donner des conseils. Quand même, un certain niveau minimum de qualité pour le premier, ce serait souhaitable. Troisième point, ne pas hésiter à se faire prêter des parties du costume. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui se mettent beaucoup de pression à ce niveau-là et aussi la pression financière, notamment pour ça. Et c'est dommage que ça soit un vrai frein. Les géanistes expérimentés, souvent, ce sont des personnes qui vont pouvoir prêter des choses, qui vont vouloir le faire. Et du coup, tout de suite, moins de pression à ce niveau-là. Et le résultat final serait très agréable. En quatrième, je dirais choisir un profil qui est quand même semblable à soi-même pour avoir cette capacité d'être dans l'immersion. J'ai trouvé que moi, pour le début, c'était très difficile de me détacher, de me dire d'accord, je suis dans mon personnage, je joue mon personnage, mais mon personnage me ressemblait un petit peu et ça m'a permis de me raccrocher et de vivre ça pleinement. Donc, si vraiment, moi, je dois donner un conseil, mais tout à l'heure, on en a parlé, c'est pas spécialement la solution pour tout le monde, mais en premier GN, je dirais de faire ça. Ce qui peut aider aussi, c'est d'imaginer un petit gimmick, une petite phrase à répéter, quelque chose pour remplir, même s'il n'y en a qu'une seule. Tu veux un biscuit ? Voilà, je vais bien un biscuit. Donc, en cinquième, je dirais ça. Et les 3 derniers points, je pense que c'est aussi des points, et notamment les 3 points très importants. En tant que géniste expérimenté / aguerri, je trouve que c'est un peu notre responsabilité d'insister sur ces 3-là quand il y a des nouveaux qui arrivent dans notre loisir. Pensez à rester en RP, le numéro 6. 90% de temps, il y a un moyen de poser des questions HRP à l'intérieur de RP. Et franchement, du moment qu'on le réalise, qu'on se pose cette question en amont avant de demander quoi que ce soit, est-ce qu'il y a un moyen de le faire passer avec mon personnage, ça ? En fait, c'est clairement un skill qui s'apprend avec le temps et on s'améliore toujours. Mais déjà de base, si on part avec l'idée qu'on essaie d'être là un maximum et comment est-ce que je peux poser la question autrement, je trouve que ça peut faire du bien à tout le monde. Le point numéro 7, c'est le fair play.
Ça paraît une évidence, mais sans le fair play, il n'y a pas de gêne. Donc, respect de règles, comptez bien ses points de vie si on a, tout ça. Et le tout dernier, mais pas le moins important, c'est apprécier les orgas. Se rappeler et rappeler aux autres que la plupart du temps, on ne paye que des PAF. Et ce n'est pas du tout une prestation. Et que le respect, il doit être juste non négociable aux personnes qui passent, qui donnent du temps de leur vie énormément et qui s'impliquent, même si le résultat il n'est pas au niveau de je ne sais plus quelles attentes qu'on pourrait, des espérances, des attentes qu'on pourrait avoir. Mais non, en fait, de base, les orgas, franchement, respect total et énorme merci à eux. Et je trouve que c'est quelque chose qui se perd un tout petit peu ces dernières années dans le milieu des GN, donc je préférais insister là-dessus. Merci de m'avoir écouté. Je suis très d'accord avec ton dernier point. Ouais, c'est clair. Charlotte? Alors avant, je disais tout le temps à un nouveau joueur, commence par faire un jeu à incarner un personnage qui ressemble à ton caractère IRL, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai changé un peu d'avis là-dessus en découvrant des gens qui, au contraire, avaient besoin de se détacher. Du coup, qu'est-ce que je dirais à la place ? Je dirais plus réagis comme tu le sens par rapport à ton personnage et ne te donne pas d'obligation de jeu, parce que j'ai rencontré récemment une jeune joueuse qui se mettait la pression de si je dis que je joue ça, les gens vont s'attendre à ce que je joue et que si j'y arrive pas, machin, et donc du coup en fait c'est pas grave si tu es pas tout le temps dans le jeu, dans le sens t'es pas tout le temps en train de faire ou dire des choses, tu peux aussi être dans le jeu présent, enfin ton personnage peut être présent et être spectateur de ce qui se passe autour, parce que c'est aussi chouette de regarder les autres jouer. Donc de pas se mettre la pression en termes de je dois absolument faire ci ou faire ça, je dois remplir telle quête pour satisfaire bidule. C'est pas très important finalement. Par contre, ce que je trouve très important pour un joueur qui débute, c'est même si on ne connaît pas ses limites, on ne peut pas exiger d'un joueur qui débute de connaître ses limites, parce que finalement, nous tous, on les a découverts au bout du 5, 10e, 15e GN, j'en sais rien. Donc on ne peut pas exiger ça. Par contre, d'être attentif à se dire, tiens, là, il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que c'est mon personnage qui est touché ? Est-ce que c'est moi ? Et si c'est soi, de pouvoir se retirer du jeu ou d'aller voir quelqu'un qui est capable de nous écouter. Et ça, franchement, c'est un conseil que j'ai jamais donné, mais que là, j'ai aujourd'hui, au vu de ce que j'ai vécu au dernier jet, j'ai envie de donner aux nouveaux joueurs, parce que c'est quelque chose d'hyper important. Et je vais aller à l'encontre de ce que tu viens de dire, Q, sur le fait de rester RP. Au contraire, si tu as quelque chose à dire à quelqu'un parce que t'es pas bien ou parce que machin, il vaut mieux prendre la personne HRP dans une tente loin du jeu et lui dire HRP, là j'ai vécu ça s'est pas bien passé, parce que si tu restes dans le RP, le joueur en face pense que c'est ton personnage qui dit au personnage, et il y a des choses qui doivent se dire HRP. Il y a des choses, on peut tout à fait les dire RP, mais il y a des choses, notamment quand le joueur est touché, où là il faut le dire HRP, il faut vraiment, sinon le joueur en face ne comprend pas qu'il y a un souci. Alors je me suis peut-être mal exprimée, et c'est pile le moment de rattraper ça si c'est le cas. Alors je parlais pas du tout des moments quand toi, la joueuse ou le joueur, peut le vivre quelque chose mal et qu'il faut essayer de le passer en jeu. Pas du tout, rien de tout ça. Je parlais des exemples de type tu es fatigué et tu as envie de faire une sieste, tu rentres dans ton camp, plutôt que de dire lever le poing et dire ah les gars, je suis claqué, je vais aller me pioncer dans ma tente pendant que les autres font du RP. En fait, tu viens et c'est ton personnage qui dit je suis fatigué, je vais dormir un petit peu, mais s'il y a des trucs qui se passent, vous me réveillez. C'est clairement sur ce genre de choses que je voulais parler de ça. Absolument pas du tout sur le côté sécurité émotionnelle, rien de tout ça. Et je constate malheureusement qu'il y a pas mal de cas où c'est tout à fait possible de passer des propos qui sont juste aller manger. C'est pas ah les gars, j'ai faim. Non, mais ton personnage a faim aussi et c'est normal, encore heureux, à moins que ça soit un mort-vivant qui ne mange pas. C'est juste le paquet de chips et la bouteille de bière décapsulée en plein gène fantastique qui, là, n'est pas bien. Voilà, ce genre de choses. Voilà. Ce que tu me dis, ça me fait penser justement à mon tout premier gène, et c'était pas un jeune joueur qui, pendant qu'on faisait une cérémonie de mariage ou de baptême, je sais plus, notre camp se fait attaquer.
Et là, il lève le poing et il dit HRP, notre camp il se fait attaquer, donc on va devoir arrêter la cérémonie là et aller se battre. Et j'étais là, quoi? Mais non, mais c'est pas HRP. On le sait qu'avec le temps, avoir 20 ans de GN, être un vieux géniste ou avoir une expérience de géniste ne fait pas de toi non plus un bon géniste. Ça, y a pas C'est quoi un d'offense, bon mais- géniste? Non, mais blague à part, moi Clairement. maintenant, il y a des trucs qui me raident, qui me triggerent un peu, mais quand quelqu'un vient vers toi et qui dit moi ça fait 20 ans que je fais du GN et que je le vois toujours en jean noir et chemise Leonardo Carbone, Ok. je suis un peu en mode Et du coup, pour continuer la liste des conseils que je donnerais aux jeunes joueurs, moi, c'est sur le prisme qu'on a fait l'année dernière, où c'est l'orga principal lors du briefing qui a dit une phrase qui m'a fait énormément, mais waouh, pourquoi on m'a pas dit ça au début? Il dit, en fait, si vous êtes crevé, en plus il faisait 35, c'est plus hyper chaud, machin. Nilfgaardien en plein Ouais. cagnard, c'est pas la bonne idée. Ouais. C'est chelou. Il nous dit, si vous êtes crevé, mais allez dormir dans votre tente. En fait, on a toujours envie de rester éveillé parce qu'on a peur de louper des trucs, mais en fait, c'est pas grave de louper des actions, c'est pas grave de louper des trucs en jeu. Par contre, rester dans une scène en mode mort-vivant, les yeux vides, juste parce que vous avez pas envie de louper le truc, là, c'est pénible pour les autres, ils peuvent pas jouer avec vous. Donc en fait, du coup, j'ai trouvé que c'était un super bon conseil à donner à un jeune joueur, parce que finalement, moi aussi, je me maltraitais vachement. Puis en plus, quand on vieillit, on tient de moins en moins. Et parfois, rater des scènes crée du jeu. Oui. J'ai eu l'occasion sur mon dernier jeu où j'ai raté une scène qui aurait pu... Enfin, le fait de ne pas avoir été présent sur cette scène a changé complètement la phase du jeu. Et c'est Wow. cool aussi, en fait. Ouais. Ok. Ouais, des Voilà. fois, c'est important. Eh ben, Et j'ai pas fini. t'as pas fini. Vous avez combien de points? Mais c'était avant qu'il fallait répondre aux questions. Vous me fatiguez. Vas-y, je suis désolé de t'avoir coupé. Non, pas de problème, aucun problème. Dernier truc, c'est s'autoriser à changer d'avis pendant le jeu. C'est-à-dire que si vous avez, comme on disait tout à l'heure, des fois on imagine qu'on va jouer le personnage comme ci, comme ça, puis en fait on ne joue pas comme on a prévu. Des fois, on a commencé à le jouer d'une certaine façon, puis finalement on se dit « Ah, ça serait mieux de le jouer comme ça ». Change, te prends pas la tête, essaye des trucs et c'est pas grave si ton personnage il change en cours de jeu. Voilà. Ça y est, j'ai fini ma T'as liste. fini. Ok. Eh ben, merci à tous. Avant de se quitter, c'est le moment des recommandations. Est-ce que vous avez tous votre petite recommandation? On va Oui. commencer par Clémentine, qui doit être une élève Moi, studieuse. j'ai tout à fait une recommandation. Eh ben, let's go. Il se trouve que entre le moment où on a planifié cet épisode et le moment où on l'enregistre, il y a une chaîne YouTube que je suis qui a sorti une vidéo très à propos de ce dont on parle aujourd'hui. C'est une chaîne qui s'appelle Very Own Son, qui théorise des trucs sur le jeu vidéo. Et il a sorti une vidéo qui s'appelle L'étrange relation entre le joueur et son avatar, qui parle exactement de ce que ça implique d'incarner un personnage dans le jeu vidéo et de la relation qu'on crée avec ce personnage. Et du coup, je trouve que c'était très intéressant comme vidéo. C'est une super chaîne YouTube et du coup, je vous recommande vivement d'aller regarder cette vidéo. Voilà. Très bien. Q. En ce qui me concerne, j'ai choisi une recommandation aussi assez à propos, notamment pour cet épisode-là. Hier même, j'ai vu une pièce de théâtre au nom de Intramuros. C'est une pièce par Alexis Michalik. 5 comédiens, bien plus de rôles que ça. C'est une pièce vraiment immersive et émouvante et ça parle des comédiens de théâtre, mais ils sont sur scène. Et ça explore beaucoup de la relation, notamment qu'on peut avoir avec le personnage qu'on va jouer et les relations dans un sens comme dans l'autre et notre humanité d'une façon générale. Donc je vous le recommande chaleureusement. Damien. Alors, ça va être beaucoup moins intellectuel que les deux précédentes recommandations. Moi, c'est une petite vidéo qui explique comment plier une lettre pour en faire une petite enveloppe avec la lettre elle-même. Et c'est un petit pliage qui est très simple à apprendre et qui m'a servi des tas de fois en GN. C'est très pratique et je vous recommande d'y jeter un œil. C'est vraiment tout con et ça sauve la vie. On mettra le lien le vidéo lien en en description, description. bien sûr. Charlotte.
Oui, moi je vais vous recommander une chaîne YouTube qui s'appelle Skilltree, comme arbre de compétences. Donc c'est une personne qui travaille le cuir. Alors c'est tout en anglais, désolé, il parle un peu vite en plus. Mais récemment, on a essayé avec une copine de refaire un des éléments qui présentait, c'est un porte-livre que tu mets à la ceinture avec un truc pour caler la plume, l'encre, etc. Et je trouve ça génial. Enfin, on arrive bien à refaire les trucs à partir de ces vidéos. C'est très bien expliqué. Et en plus, il a des idées de malade. Ce qu'il fait, c'est très beau. C'est super. Voilà, j'aime beaucoup. Donc, Skilltree On mettra sur ça aussi dans la YouTube. description. Ah ouais, cool. Et ben moi aussi un peu en lien épisode, je vais vous recommander Fake Steel, qui est un fabricant d'armes en République tchèque. Elles sont très très belles. Il fait pas mal de matos qui peut vraiment... Ça représente presque des épées type histo. Et en plus, on peut les voir avec fourreau de cuir. Petit inconvénient quand même, alors c'est qu'elles fouettent un peu. Donc... c'est peut-être un détail pour vous, mais souvent pour le PNJ d'en face, ça veut dire beaucoup. Non, franchement, elles sont très très belles, elles sont de bonne qualité, mais on se retrouve avec presque le même feeling que certaines calimaciles. Donc si vous en achetez, à manier avec précaution, parce que je pense que tu peux faire facilement des bleus. Peut-être que ça a changé entre temps, mais celle que j'ai testée et celle que j'ai subie, il faut y aller avec parcimonie. Quoi. Je confirme la parcimonie pour ces armes-là, oui. Sauf si vous êtes tous équipés d'un grand bison, et là vous pouvez y aller. Mais bon, pas tous. Voilà. On a fait tout le monde. Et ben, merci à tous, merci à nos invités d'avoir participé. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver sur les plateformes Podcast, Deezer, Adcast, Apple Podcast. Est-ce que j'en oublie un, Clémentine? Spotify. Toutes les plateformes. Toutes les plateformes. Et YouTube. Et YouTube, effectivement. Et vous avez franchi la barrière des 1 million d'abonnés, n'est-ce pas? Bien Oui, sûr, bien sûr, bien sûr. ouais, Avec ça NordVPN, pouf, l'argent comme ça coule à flot. Ouais, non, comment je reprends mon truc maintenant? Donc voilà, et ben merci à tous et on vous dit à une prochaine. Ouais, un dernier mot pour la fin? Bisous. Bisous. Ciao. Merci de nous avoir écoutés. Merci à tous. Désolée pour la longueur de l'épisode, du coup. Oui, mais il commence à être habitué, ce sera en 2 parties et ce sera plus sympa pour nous, comme ça on n'a pas besoin d'enregistrer d'autres épisodes. Allez, ciao ciao.